Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Bonjour et bienvenue à Info-Témis. Cette semaine, nous en saurons plus sur l'Assemblée générale annuelle du Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue. Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, et son homologue Yves Perron étaient de passage au Témiscamingue pour une tournée du milieu agricole. Et d'abord, un comité travaille à l'implantation d'une maison des aînés dans la municipalité de Rimini. Parmi les buts recherchés, mentionnons celui d'offrir un environnement sécuritaire aux aînés en perte d'autonomie. Malheureusement, le projet de Rimini n'est pas du nombre de ceux retenus en Abitibi-Témiscamingue. C'est pourquoi le comité était en pleine campagne de sensibilisation dans la population afin de récolter l'appui des citoyens du Témiscamingue qui étaient invités à signer une pétition pour manifester leur accord au projet. C'était à l'automne 2019 quand Mme Marguerite Blais a annoncé qu'elle bâtirait des maisons des aînés dans tout le Québec. Bien, moi, je trouvais ça intéressant. Puis Nicole arrive, puis Micheline était chez nous, puis elle a dit « Hey, on devrait partir un projet pour Rimini ». Puis tout de suite, on s'est embarqué sur la rédaction. On a commencé ça. Puis on a appelé Émilise Lessard-Terrien, notre députée. Puis elle nous a rencontrés après les fêtes. Puis là, tout s'est enchaîné. Moi, c'est Micheline Barrette. Je suis embarquée dans le projet parce que ça m'interpellait, le bien-être des aînés, puis aussi la revitalisation de notre village. Bien, c'est parce qu'à Rimini, c'est un beau village, tranquille, c'est en dehors de la grande route. Parce que moi, j'ai une de mes sœurs qui est restée dans une résidence des aînés, puis elle était en plein trafic quand elle sortait dehors. Puis je me disais, aïe, quand tu as resté en campagne toute ta vie, puis finir tes jours assis à 15 pieds du trafic, je me demandais comment elle faisait, là. Donc, quand Nicole a eu cette idée-là, bien, j'ai dit, hey, oui, on essaye ça. Rimini, c'est un beau village. Tout de suite, on est allé à la municipalité et la municipalité a accepté de céder le terrain qu'on va avoir besoin ici. Puis en plus, ils nous ont dit, on va vous faire un cadeau. Bien, on a demandé. Il va y avoir un cadeau de taxes pour le début du projet s'il arrive. Puis ils ont dit oui pour 3 ans. Ils donnent congé de taxes pour le projet. Alors, quoi de mieux que ça? On a fait appel, la mairesse a fait appel à ses confrères maires et mairesses qui nous ont signé unanimement une résolution comme quoi qui appuyait la demande de Rimini d'avoir une maison des aînés. Bien, puis moi, ça me parlait, cette idée-là, bien, d'abord au bord du lac pour les aînés. Je travaille dans le domaine des soins, tout comme Nicole, dans un autre secteur, mais quand même. Puis, tu sais, quand tu es au bord de l'eau, tu es dans la campagne, tu es avec une petite communauté, avec tout ce qu'on a vu avec la COVID en plus, ça a comme renforcé notre conviction que c'était la meilleure idée pour le Témiscamingue rural, d'avoir au moins une maison des aînés telle que présentée par la ministre Blais à Rimini pour être comme un modèle d'une petite, relativement petite maison des aînés où il y aurait vraiment des activités intergénérationnelles, il y aurait des soins alternatifs que nous, là, il faudrait bâtir parce que ce volet-là ne serait pas payé par le ministère. Mais on a l'idée, moi, ça me stimulait beaucoup d'imaginer qu'on pourrait bâtir autour de cette maison-là une vie communautaire pour les aînés, pour maintenir le plus possible les aînés faisant partie d'une communauté et aussi intégrés et participants à cette communauté. Fait que c'est sûr qu'au niveau de... Puis j'ai aussi à Gatineau, comme infirmière, j'ai travaillé aussi dans le milieu avec les aînés. Fait que, tu sais, je vois le besoin qui est très, très important comme infirmière pour les aînés parce que le besoin, il est là partout, mais au Témiscamingue, il n'a pas. Puis pourquoi aussi Rimini, c'est qu'il est bien situé, Rimini. On est mi-chemin entre Ville-Marie et Rouyn. Puis, exemple, une dame qui a une fracture à Duhamel, exemple, il faut qu'elle prenne l'ambulance pour s'en aller à Amos. Elle passe toujours en avant de Rimini. Et beaucoup de soins, de médecins, de spécialités, ils partent de Ville-Marie pour aller à Rouyn, à Val-d'Or, à Amos. Fait que nous, c'est un autre point où on dit que Rimini est bien situé
pour les soins, des soins spécialisés. Au départ, on disait, entre 45 et 50 chambres. Puis on avait mis comme, mettons, personnes autonomes, autonomes qui, avec des pertes de force qui avaient besoin. Après ça, on disait, mettons, une vingtaine de chambres de semi-autonomes qui ont vraiment besoin. Puis c'était dizaines pertes d'autonomie importantes. Et aussi, on parlait de soins palliatifs, parce que pour les fins de vie. Puis même, on avait parlé de 3 à 4 places pour les soins de répit, ceux qui ont besoin de répit, de dépannage de répit, que souvent, il y a un besoin qui manque. Pour les aidants naturels. Ouais. On devait avoir une rencontre le 12 mars, a été annulée à cause du COVID. Puis là, on les rencontre le 21 septembre. Mais entre-temps, vous savez que les maisons ont été annoncées pour l'Abitibi et rien pour le Témis. Donc, on a accéléré notre porte-à-porte et nos communications avec différents marchands du Témiscamingue pour qu'ils gardent la liste pour faire signer les gens qui sont intéressés à avoir une maison au Témiscamingue. Si le CISAT décide que c'est pas Rimini qui est la meilleure place d'après eux, c'est eux autres qui décident, donc on va quand même se résigner et accepter qu'elle soit ailleurs au Témis. Mais ce qu'on dit aux gens, on en veut une pour le Témis. Le Témis en a besoin. On a contacté Mme Édith Vincent de la table des aînés, puis elle a dit qu'il y a une liste d'attente qui est tout le temps entre 160 et 170 pour aller en résidence personnes aînées. Et il y a toujours une attente entre 10 et 15 à l'hôpital pour aller au CHSLD à Ville-Marie, au CHSLD du Hamel. Donc, on sait qu'il y a un besoin. Il nous reste peut-être une demi-douzaine de municipalités où on doit aller cogner porte à porte, mais on avance quand même pas pire. Là, on a un petit manque peut-être de bénévoles actifs, là. Et puis, Émilienne, elle a 77 ans, à 30 degrés au mois de juillet, faire du porte-à-porte, c'était beaucoup de courage. Puis pour mieux informer la population, bien, Micheline a fait un dépliant qui explique le projet avec des photos de Rimini, des photos de la CAQ au niveau de leur projet de maison. Et on laisse un dépliant à chaque porte. Puis on écrit un petit mot en dedans du dépliant en disant vous n'étiez pas là, on est venu pour vous voir, vous n'étiez pas là, allez signer à telle place. Puis on indique où est la pétition. Fait que ça, c'est dans chaque paroisse qu'on fait ça quand on fait du porte-à-porte. Les gens sont derrière nous. On est rendu à 2083 signatures au moment où on vous parle. Ils évaluent les besoins en fonction de 3,69 lits par 100 personnes de 70 ans et plus. Alors nous, déjà, en partant, c'est sûr qu'au Témiscamingue, on n'est pas une population très dense, mais on est très, très élargi sur le territoire. Fait que s'ils calculent le nombre de lits qui existent versus les listes d'attente, versus leur ratio, peut-être que ça ne va pas fonctionner mathématiquement. Nous, ce qu'on veut vraiment faire valoir, c'est que le territoire, de la manière qui est occupé ici, on ne peut pas être évalué avec les mêmes ratios que Montréal ou que Rouyn-Noranda, par exemple. Mais ils voient la pertinence de notre demande, de notre requête, puis ils sont aussi très, très interpellés du fait que le gouvernement, jusqu'à présent, a annoncé des maisons des aînés pour la région, mais en excluant le Témiscamingue jusqu'à présent. Donc ça les interpelle aussi. Fait que nous, c'est comme ça qu'on aimerait qu'ils voient le potentiel. Puis ici, à Rimini, comme vous savez, on a perdu l'école. Les enfants, maintenant, doivent aller à l'école à l'extérieur du village, mais ça fait en sorte qu'on a tout un bâtiment qui pourrait être réaffecté en logement, en chambre, pour les employés ou les visiteurs qui viennent visiter leurs résidents, leur famille à la maison. Fait que là, on a jusqu'à la fin septembre parce que notre députée est en congé maternité et c'est elle qui parraine la pétition. Elle aime bien dire qu'il marraine la pétition, puis elle va l'amener à l'Assemblée nationale pour nous à la fin de septembre. Donc, ça nous donne un autre mois pour faire la campagne. Et puis là, en plus, bien, on a réussi à obtenir la réunion avec le CISAT pour le 21 septembre, où là, on espère être capable de bien démontrer le besoin, puis la pertinence et puis le très peu de risques
que prendrait le gouvernement en établissant une maison ici. Les premiers, ça a été tous les maires du Témiscamingue. Ça, et on était contentes là, parce qu'on a dit que les maires appuient unanimement ce projet-là. C'est un gros morceau. Puis on a rencontré quelques-uns là, dans la tournée, puis ils sont encore d'accord avec ça. Ils n'ont pas juste fait une résolution en l'air, là, ils sont encore en accord que la maison des aînés prenne vie à Rimini. Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, et son homologue Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, étaient de passage au Témiscamingue le 4 septembre dernier afin de faire une tournée du milieu agricole. M. Perron est porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de la gestion de l'offre. C'est donc avec cette idée en tête que Sébastien Lemire et son équipe avaient planifié visites et rencontres avec le président de l'UPA au Témiscamingue, Serge Leblond, à la station de recherche de l'UQAT à Notre-Dame-du-Nord, à la ferme Benoît Lafont, qui est également président de l'association Austin Québec, aux fermes boréales de Nimel, les fermes L'Unique et des pommes de terre du Témiscamingue, ainsi que la fromagerie Le Fromage au village de Lorrainville. Par ailleurs, plusieurs enjeux reliés à l'agriculture ont été abordés pendant cette tournée, par exemple la mise en marché des produits locaux, l'accessibilité aux abattoirs, la pénurie de travailleurs étrangers temporaires et une amélioration des programmes de gestion de risques. Quand c'est venu le temps de réfléchir à s'en venir ici puis une bâtisse, on s'est assis puis on a regardé comment optimiser le laboratoire pour avoir le maximum dans le minimum d'espace. Parce que quand on bâtit, on est limité par... Et il n'y a pas eu de dépassement de coût ici. Fait que ici, c'est le laboratoire de chimie. L'attrait du laboratoire de chimie, c'est beaucoup cette salle-ci. Juste l'équipement ici, là, on a pour au-dessus d'1 million. Celle-là, moi, c'est sûr qu'il m'intéresse plus les autres parce que c'est les analyses d'ensilage. Okay. Balle ronde, silo tour, les silos horizontaux. Ce que ça nous permet de faire, c'est une fermentation, fait que ça nous permet d'évaluer ces machines-là, qu'est-ce que la bactérie a produit, puis comment l'animal va réagir. Puis l'animal, lui, il réagit à ça. Parce que la Holstein, là, c'est la performance pour le lait, mais si on ne lui donne pas ce qu'il faut, ça ne marche pas. Fait que ça nous permet de le faire. Cette machine-là, elle nous donne la substance par le poids moléculaire. C'est de la chimie haute définition. Celle-là est plus recherche, c'est le carbone, l'azote et le soufre. Et ça, c'est élémentaire. Là. Comme Vincent, tantôt, il parlait de séquestration de carbone. Là. C'est cette machine-là qui a besoin. Puis ces machines-là, ça paraît bien sophistiqué, mais ça fonctionne sur le même principe qu'un four auto-nettoyant. C'est juste la température qui est différente. Les températures sont très, très élevées. En fait, on mesure des choses élémentaires, puis là, après ça, on prend les réponses de ça, on les met dans des modèles, puis là, après ça, l'autre partie se fait à l'informatique. Fait que... C'est pour ça que ça prend de la recherche dans beaucoup de domaines. Oui, alors bonjour, mon nom est Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, porte-parole en agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre pour le Bloc québécois. En fait, on fait le tour du monde agricole. On est en tournée un peu partout à travers le Québec, donc en Abitibi-Témiscamingue, et on rencontre des intervenants du milieu, des gens, des syndicats agricoles, bien sûr, de l'UPA et ainsi de suite, mais aussi des productions, des gens qui ont des modèles d'affaires peut-être innovants, des gens qui sortent du lot, mais aussi, ce qu'on veut, c'est le pouls régional, parce que la réalité agricole n'est pas la même partout sur le territoire du Québec. Il y a bien sûr des différences climatiques, il y a aussi des différences au niveau du sol, puis il y a des différences au niveau de la mise en marché, particulièrement dans la région d'Abitibi-Témiscamingue. Entre autres, je ne surprendrai personne en vous parlant de l'enjeu de l'abattage, dont on a entendu beaucoup parler. On était bien au courant, mais on est pas mal mieux au courant maintenant. Mais on est ici pour ça. Et les recommandations qu'on fera dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça ne viendra pas d'une firme engagée de l'étranger pour faire une étude économique, ça va venir du vrai monde. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit sur le terrain. Puis avec Sébastien Lemire, qui est un extraordinaire député, super dynamique, on a fait des journées de visite extrêmement bien remplies.
est bien pensé. On est ici au Centre de recherche en agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue et on a une sensibilisation encore supplémentaire. Bien sûr, on l'était déjà sensibilisé à l'importance de la recherche, mais les gens qui sont ici ont un dynamisme incroyable. On est en développement. Je vous amène juste sur l'importance de l'empreinte carbone des productions. Il y a des travaux qui se font là-dessus ici, et ça m'a beaucoup réjoui parce que j'ai ça en tête depuis un bout de temps. Nos producteurs agricoles se retrouvent souvent en compétition avec des produits qui viennent de l'étranger, qui ont été faits avec des main-d'œuvre qu'on paye à rabais ou qu'on exploite dans des conditions différentes qui ne répondent pas toujours aux mêmes normes et en plus, on ne calcule pas le coût environnemental de ces productions-là. Entre consommer une tomate du Mexique puis consommer une tomate qui est produite localement, il y a un monde de différence. Et je crois qu'une des pistes de solution, ce sera de calculer ce coût-là. Vous savez, moi, j'ai travaillé pendant 2 ans à l'Union des producteurs agricoles, donc c'est une réalité sur laquelle j'ai été sensible. C'est important pour moi qu'ils viennent saisir l'émotion aussi qui est rattachée, puis l'importance qu'a la production de l'agriculture et toutes ses facettes. Hein. On a parlé de la santé psychologique, à c'est quoi les défis d'être dans une région un peu plus nordique, un peu plus isolé avec les besoins de transport, mais c'est ça. Et de comprendre, d'être ici comme dans le centre de recherche, notre action, pourquoi on la fait. Puis ça a été large, tu sais, la recherche, bien, le comité parlementaire de l'industrie en a parlé de la recherche. J'ai eu la chance d'interviewer Denis Martel, le recteur ici de l'UQAT, puis pour justement mettre de l'argent sur le financement. Puis c'est intéressant de venir 3 semaines après ici, puis de voir toutes les retombées qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment avec peu d'argent si on en avait plus. Et là, je vois encore plus le potentiel de ce que j'ai pu dire en Chambre des communes virtuelle. C'est ce qui rend cette visite-là encore plus intéressante. C'est de l'argent qu'on va sortir, qu'on va produire, c'est de notre productivité. Puis arrêtez de dire qu'il y a juste l'agriculture qui envoie du phosphore dans le cours d'eau. Combien vous estimez là, pour chaque argent investi dans le centre de recherche que ça se retrouve, mettons, dans le PIB ou dans la production? Je ne sais pas là, mais je me souviens qu'à un moment donné, j'étais à Agriculture Canada à l'époque, c'était 1 $ investi pour 100 $ dans l'économie. Il y a une ligne aussi qu'il faut maintenir, tu sais, la recherche, transfert technologique, puis le service conseil, là, ça, là, on a perdu cette chaîne-là en cours de route. Le transfert de la connaissance, effectivement. Le transfert, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Là, parce que la recherche est devenue plus sophistiquée, on pense que, on n'a pas vraiment besoin, c'est pas adapté, mais il faut juste les bonnes personnes pour faire le transfert. Et c'est là que les sous manquent à l'heure actuelle, à mon avis, là. Fait que dans le projet d'agriculture biologique, c'est ça, cette chaîne-là, on veut la rétablir. Fait que faire la démonstration qu'elle est importante. On ne veut pas que nos bactéries se développent pendant qu'on prépare la solution. Fait qu'il faut travailler avec des centrifugeuses réfrigérées, avec des agitateurs réfrigérés. Oui, exactement. Là, vous pouvez mesurer le temps que ça a pris. Là, on n'en a pas parce qu'on n'a pas de professeur, mais on a déjà eu des projets en biologie moléculaire où on extrayait l'ADN, puis qu'on faisait de la biologie moléculaire, puis on faisait ça ici. Bien, en fait, clairement, j'ai nommé tantôt l'enjeu de l'abattage. Je pense qu'il y a une dynamique importante. Votre député est très dynamique, très à l'action. Il est déjà en train d'étudier la question à fond. Et ce qui est important, c'est de ne pas avoir une solution rapide qui ne fonctionnera plus dans 2 ans. Donc, M. Lemire a eu l'intelligence de commander une étude là-dessus. C'est en train de se compléter. C'est sûr que les gens nous parlent beaucoup du transport, de l'enjeu du transport. On avait un producteur de bovins ce matin qui nous disait que moi, par rapport à quelqu'un qui est dans le centre du Québec, je perds 12 à 15 000 $ par année seulement en transport. Donc, tout l'aspect d'achat local. Hein? La crise de la COVID, là, je ne veux pas la rendre trop positive, mais on dit toujours qu'en chaque mauvaise chose, il y a du bon. Ça aura eu un effet de sensibilisation. On a rencontré des entreprises, par exemple, boréalais, là, qui ont vu leur demande exploser parce que les gens ont pris conscience que, oups, ça se peut que mon alimentation, ça se peut que mon approvisionnement en nourriture il soit fragile. Hey, mon deuxième voisin, il fait du lait. Je vais aller acheter son lait. Et ça je pense que c'est positif et je pense que c'est notre devoir en tant que politicien de saisir cette balle-là au bon, de prendre le momentum et d'orienter le développement futur là-dedans. Donc, la relance, il faut faire une relance, il faut la faire de façon intelligente, puis
au Bloc québécois, on va travailler beaucoup pour qu'elle soit verte, cette relance-là. Et cette relance-là, pour qu'elle soit intelligente et verte, il faut que beaucoup de recherches se soient faites en amont. Je reviens au début de l'entrevue. On est dans une maudite belle place pour faire une entrevue sur l'agriculture. D'aller voir aussi les gens sur le terrain. On va aller vers les fermes L'Unique, la fromagerie du village, Olimel aussi, que je connais un peu moins, sincèrement, mais qui fait partie du débat parce que, bon, c'est un plus gros joueur, mais il faut comprendre l'ensemble des subtilités des gens. On a cette chance-là d'avoir de l'agriculture, d'avoir une agriculture qui risque aussi de faire partie de plus en plus de la solution. On a parlé de l'importance de l'eau aussi dans l'avenir, le réchauffement climatique. Moi, tu sais, s'il y a des gens pour qui d'abord je fais de la politique, bien, je sais d'où je viens dans la vie, puis je viens notamment de l'UPA, donc de l'aide aux producteurs agricoles, puis de l'accompagnement. Puis ça, ça teinte énormément mes actions. Il y a une rareté de main-d'œuvre de façon générale. Il faut assouplir les programmes. Assouplir les programmes, si je fais juste dire ça comme une belle phrase qui a l'air intelligente, je viens de rien dire. Il faut enlever de la paperasse, enlever de la lourdeur, éliminer des contraintes. Nous, au Bloc, on va arriver, je vais essayer de ne pas trop vendre de punch, mais on est en train de développer justement des propositions très simples. Tu sais, des mandats, des visas sur plusieurs années. Il y a des propositions comme ça très simples. On travaillait là-dessus avant la COVID. Alors, imaginez l'urgence maintenant de le faire parce qu'au printemps prochain, là, on va être où au niveau de la pandémie? Je ne veux pas faire peur à personne, là. Mais il n'y a personne ici qui est capable de répondre à la question. Alors, il faut s'ajuster rapidement pour que ces travailleurs-là puissent venir ici en sécurité. Puis en sécurité, vous savez que nous, on avait demandé que ce soit le fédéral qui gère les quarantaines, entre autres. C'est la responsabilité du fédéral. On a mis ça sur le dos des producteurs. Vous savez, les producteurs agricoles, on en a vu plusieurs, là, ils ont beaucoup de choses déjà sur les bras, là. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, pas parce que c'est... On va arrêter à un moment donné de tout mettre sur le dos des mêmes personnes, puis chaque palier de gouvernement devrait prendre ses responsabilités. C'est ça, tu sais, dans la crise de la COVID, il y a eu la crise de la liquidité des entreprises. Et dans ce contexte-là, oui, il y a eu des aides qui ont été pertinentes au Québec. On l'a vu avec le compte d'urgence. On a vu aussi qui était le prêt de 40 000 $, dont plusieurs ont bénéficié. Sauf que nos petites entreprises agricoles de la région tombaient d'un crack, que ce soit des sociétés en un collectif, que ce soit des travailleurs uniques, puis comme qui ont un revenu qui n'atteignait pas les seuils. Moi, ce que j'ai poussé, puis auprès aussi auprès de la ministre Joly et de son équipe, c'était de voir est-ce qu'on peut passer par les SADC, qui connaissent nos agriculteurs, qui offrent des services d'accompagnement et qui sont capables de décaisser rapidement. Puis ce que je suis fasciné puis ému de ma tournée, c'est de voir que des témoignages de beaucoup de gens auront participé à ça, qui auront eu leur argent, qui nous auront donné la liquidité, qui leur auront donné l'oxygène, par ce prêt-là, du FAR, le Fonds d'aide à la relance des régions. Fait que ça fait partie, effectivement, des solutions, mais parce qu'on a cette sensibilité-là des petits producteurs dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, bien, puis qu'on était toujours insatisfait des mesures actuelles, bien, on aurait réussi à amener les programmes jusqu'au niveau des gens qui en ont besoin dans la région. Donc, il y a beaucoup de réformes à faire là-dedans. La sensibilisation du public, je vais vous dire que la crise de la COVID a fait une bonne partie de la job. Les gens sont sensibilisés. La mise en marché, c'est l'enjeu de base. Fait que des systèmes coopératifs, des regroupements, écoutez, mais il y a beaucoup de pistes de solutions. Le 25 août dernier, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue tenait sa traditionnelle Assemblée générale annuelle. Fidèle à son habitude, l'organisme a procédé de façon ludique et pour une première fois, virtuellement. Plus de détails en compagnie de la directrice générale, Hélène Nickner. C'est sûr qu'à chaque KGA, on fait le bilan là, de nos actions, de nos activités de l'année. Même si on est en virtuel, on a tenté d'être fidèle à nous-mêmes puis de présenter quand même notre rapport d'activité de manière un peu plus ludique. Mais somme toute, dans le fond, dans le rapport d'activité, ce qu'on peut constater, c'est que sous toutes ces formes, dans le fond, dans l'ensemble de nos services, c'est environ 5 300 jeunes ou participants qui ont côtoyé là, l'ensemble de nos services dans la dernière année. Quand même considérable, tu sais, quand on pense qu'il y a une partie aussi qui était en fait à distance. Fait que, on est très fiers en fait là, des résultats encore cette année.
Nous, on s'est préparé là, quand même, c'est sûr, d'avance. On a hésité longtemps à savoir si on la faisait en présentiel ou en virtuel. Puis finalement, on a opté pour la formule virtuelle pour vraiment simplifier là, le passage des gens, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit que ça serait plus accessible de manière virtuelle. Puis, bien, comme on est un Carrefour Jeunesse-Emploi, comme on tente d'être très proche des nouvelles technologies aussi, on s'est dit que c'était une belle opportunité là, pour nous de bien apprivoiser là, les nouvelles technologies. On avait quelques personnes en présentiel là, qui étaient soit des gens de l'équipe ou des participants de nos services. Puis, on a, dans le fond, en virtuel, on avait une trentaine de personnes. Donc, ça rejoint pas mal là, le nombre de personnes qui côtoient là, nos assemblées générales habituellement. Cette année, bien, vous allez le voir là, dans le rapport d'activité, c'était les émissions de recettes, les émissions de cuisine plutôt. Fait que chaque membre de l'équipe avait comme un personnage coloré des émissions de cuisine qu'on connaît. Puis moi, je nous ai animé ça en ayant le personnage de Chili avec DG. Ouais. Oui, bien dans le fond, peut-être plus en 19-20, on a eu des nouveaux projets là, qui ont vu le jour. Entre autres, on a mis en place un service en travail de milieu du côté de Témiscamingue qui n'était pas accessible auparavant. Donc, ça, c'est un service là, qu'on a pu mettre en place aussi grâce au financement qu'on reçoit en lien avec la prévention des opioïdes. On a mis en place un autre service aussi qui s'appelle le mandat multiculturel. Ce mandat-là vise, entre autres, à créer plus d'occasions, justement, de liens interculturels entre la communauté d'accueil puis les personnes immigrantes. Probablement, bien, vous étiez présent, si je ne me trompe pas, au niveau du souper interculturel là, qui avait eu lieu en février dernier. Puis, bien, dans le fond, ce mandat-là vise aussi un travail régional pour la rédaction d'une certification accueillant. Donc, cette certification-là, le but, c'est que ça va être une formation qui va pouvoir être accessible et donnée à des groupes pour avoir de meilleures pratiques d'accueil, en fait, pour intégrer là, dans leur groupe des personnes immigrantes. Donc ça fait pas mal partie des nouveautés. Sinon, on a optimisé là, notre minute emploi que vous avez probablement vu. Dans le fond, la minute emploi qui est une diffusion, en fait, là, des offres d'emploi. Fait qu'un moyen original, ludique aussi, de faire valoir des offres d'emploi. Pour nous, c'était une occasion aussi de transmettre l'information là, sur les bonnes pratiques, si tu veux, de recherche d'emploi. Là. Il y a quand même beaucoup de dossiers. Là, on a une douzaine de services, de programmes différents, en fait, au Carrefour. Là. Donc, c'est ça. Puis, chaque année, on essaye de se renouveler, en fait, dans la manière qu'on offre les services, là. Donc, c'est ça. Puis en persévérance scolaire, bien, c'est certain qu'avec le confinement qui est arrivé en mars, en toute fin d'année, on a aussi eu à trouver des solutions pour rejoindre nos jeunes qui pouvaient avoir des difficultés au niveau de la persévérance puis de la motivation. Fait qu'il y a eu des capsules là, qui ont été faites sur le web, justement, pour donner des petits trucs là, au niveau de la motivation et tout ça. Voilà ce qui complète le bulletin Infotémis pour cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des informations à nous partager. Aussi, je vous invite à suivre notre page Facebook pour voir nos reportages en primeur, ainsi que du contenu exclusif chaque semaine. De plus, visitez notre site internet témis.tv pour avoir tous les détails de notre programmation. Ici Nadine Jutras, merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine.